Saviez-vous qu'une civilisation, florissante sur les côtes du golfe du Mexique, a sculpté des visages gigantesques de plusieurs tonnes il y a plus de 3000 ans, bien avant les pyramides mayas, et que ces sculptures renferment encore aujourd'hui des indices sur le pouvoir et la religion à la naissance de la Mésoamérique? Laissez-vous guider au cœur du monde Olmec, dans les terres aujourd'hui nommées Veracruz et Tabasco, pour reconstruire pas à pas qui ils furent, comment ils vécurent et pourquoi leurs idées, leur art ont changé à jamais la région. Nous commencerons par les premiers centres urbains comme San Lorenzo. Nous suivrons la monumentalité de l'Avanta et nous déchiffrerons leur iconographie, des jaguars, des transformations mi-humaines, mi-animales et des symboles qui semblent tout droit sortis d'un mythe. Vous découvrirez la technologie derrière les têtes colossales, les réseaux d'échange qui transportaient le jade et le basalte sur des centaines de kilomètres, et les théories qui expliquent leur surprenant déclin. Si vous aimez l'histoire qui se vit comme une enquête, ce voyage vous apportera des réponses et vous laissera avec de nouvelles questions. Pour comprendre les Olmecs, il faut d'abord contempler le lieu où ils ont émergé. Leur cœur se trouve dans les plaines basses et les marais du littoral du golfe du Mexique, dans ce qui correspond aujourd'hui aux États de Veracruz et de Tabasco. Cet espace n'est pas une plaine uniforme. Il alterne mangroves côtières, estuaires, plaines alluviales nourries par de puissants fleuves et reliefs volcaniques dans la Sierra de los Tuxtlas. Cette combinaison de ressources, une eau douce abondante, des sols riches, des routes fluviales et un accès à la mer, a créé un environnement propice à un peuplement dense et à la formation de centres précoces aux fonctions politiques et rituelles. Le réseau hydrographique est essentiel. Des fleuves comme le Coatzacoalcos, le Tonala et le Papaloapan ont agi comme des autoroutes naturelles. Dans une région à la végétation dense où les chemins terrestres étaient difficiles, les bateaux et les canoës étaient le moyen le plus efficace de déplacer les personnes, la nourriture et surtout les matériaux lourds, comme les blocs de basalte provenant des hauteurs des Tuxtlas. Les voies fluviales ont également facilité les échanges. Le jade, l'obsidienne, les coquillages marins et d'autres matières premières circulaient par ces routes, reliant la côte aux régions plus intérieures du sud-est mésoaméricain et au-delà. Le climat y est tropical, humide, avec des pluies saisonnières marquées. Ces conditions favorisent des sols alluviaux fertiles, mais exposent aussi la population à des inondations périodiques. Les communautés Olmec, selon les preuves archéologiques, ont développé un aménagement du paysage qui comprenait des plateformes surélevées et des systèmes de drainage élémentaires pour protéger les places et les structures cérémonielles. Les zones marécageuses offraient une pêche abondante, tandis que les plaines permettaient la culture du maïs, indispensable pour soutenir des populations urbaines. La présence de volcans et d'affleurements de basalte dans les Tuxtlas est un facteur déterminant pour la monumentalité Olmec. Une grande partie de la matière première pour les têtes colossales et autres sculptures provenait de carrières relativement proches. Le défi résidait dans l'extraction et le transport de blocs de plusieurs tonnes. Le paysage volcanique a également pu être associé au sacré en raison de son origine géologique. D'un point de vue écologique, le littoral du Golfe offrait aussi d'importantes ressources marines. La combinaison de ressources terrestres et maritimes a favorisé une économie mixte qui ne dépendait pas exclusivement de l'agriculture à ses débuts, ce qui explique la capacité de ces centres à soutenir de grands travaux publics. Enfin, la géographie explique aussi pourquoi certains sites ont prospéré là où ils l'ont fait. San Lorenzo, l'Avanta et Tres Zapotes sont situés à des points stratégiques d'accès fluvial ou dans des zones intérieures protégées des pires inondations, ce qui a facilité leur consolidation en tant que centre politique et cérémoniel. Visualisez ce paysage, des fleuves semblables à des veines, des fourrés, des bas-fonds inondables et des affleurements de basalte.
c'est comprendre la logistique derrière la monumentalité et la vie quotidienne Olmec. L'histoire Olmec se déroule au sein de ce que les archéologues appellent la période formative, également connue sous le nom de préclassique, l'une des étapes fondatrices de la Mésoamérique. Cette grande ère s'étend approximativement de 2500 avant notre ère à 200 avant notre ère et marque le processus par lequel les sociétés agricoles dispersées se sont transformées en cultures dotées de centres urbains, de hiérarchie sociale et d'expressions religieuses complexes. Dans ce vaste cadre, les Olmecs furent les protagonistes durant une grande partie du formatif ancien et moyen. Au cours de cette première période, la région du Golfe était une mosaïque de villages agricoles dispersés. Les habitants cultivaient déjà le maïs, les haricots et la courge, et complétaient leur alimentation par la pêche et la cueillette. Les communautés restaient petites, avec des structures sociales relativement égalitaires. C'est à cette étape que commencent à émerger les premières manifestations d'une identité culturelle commune dans la zone Olmec, des figurines en céramique aux traits stylisés et les premiers monticules artificiels. Le site d'El Manati, avec ses offrandes de caoutchouc et de bois déposés dans une source, suggère des rituels de fertilité et un culte de l'eau dès 1600 avant notre ère. Cette période a préparé le terrain à l'apparition de centres plus complexes. La combinaison des ressources naturelles, d'une position stratégique et de l'accumulation d'un pouvoir rituel et politique a abouti à la consolidation de San Lorenzo, qui allait bientôt dominer à la région. C'est là que se produit l'apogée Olmec à proprement parler. San Lorenzo devient le premier grand centre politique et cérémoniel de Mésoamérique, actif entre environ 1200 et 900 avant notre ère. Sa conception urbaine, avec ses plateformes et ses drains en pierre, témoigne d'une planification surprenante pour l'époque. La monumentalité, en particulier les premières têtes colossales, reflète l'existence d'une élite capable de mobiliser des ressources humaines et matérielles à grande échelle. Après le déclin de San Lorenzo vers 900, avant notre ère, le leadership passe à la Venta, dans l'actuel Tabasco, qui domine jusqu'à environ 400 avant notre ère. Ce site amplifie le modèle urbain et cérémoniel, avec des axes alignés, des mosaïques de pierres vertes enterrées en offrande, et une planification probablement orientée à des fins astronomiques. La Venta devient le noyau symbolique du pouvoir Olmec, avec une production sculpturale plus raffinée. Bien que la splendeur de la Venta décline vers 400 avant notre ère, le monde Olmec ne disparaît pas immédiatement. Sur des sites comme Trésapote, on observe des continuités culturelles mêlées à de nouveaux traits. Apparaissent des styles sculpturaux hybrides et certains des premiers exemples d'écriture et de calendrier mésoaméricain, comme la célèbre stèle C de Trésapote, qui contient l'une des plus anciennes dates en compte long, 31 avant notre ère. Cela démontre qu'une partie de l'héritage intellectuel Olmec s'est intégrée à de nouvelles traditions régionales. Le formatif tardif représente une transition. Les anciens centres Olmec perdent leur centralité, tandis que d'autres pôles culturels émergent. Cependant, les bases posées par les Olmecs, le modèle de gouvernement théocratique, la monumentalité symbolique et l'iconographie se diffusent à travers la Mésoamérique, se transformant sans jamais disparaître. Pourquoi parler des Olmecs 3000 ans plus tard? Parce que sans eux, l'histoire mésoaméricaine est incompréhensible. Ils furent la première société à articuler pouvoir politique, art monumental et pensée symbolique à l'échelle régionale. Sur un territoire humide et difficile, ils réussirent à élever des centres cérémoniels et à créer un langage visuel qui inspirerait des générations de cultures ultérieures. Les Olmecs importent parce qu'ils furent des pionniers. Avant eux, la Mésoamérique n'était qu'une constellation de villages agricoles. Après eux,
surgirent des civilisations dotées d'écriture, d'astronomie et d'une architecture planifiée. Ils représentent le moment originel. Leur iconographie, ces figures humaines aux traits félins et aux yeux en amande, est bien plus que de l'art. C'est une théologie visuelle du pouvoir, de la fertilité et de la connexion avec les forces naturelles. Ils importent également pour leur innovation technologique et sociale. Les têtes colossales en sont le symbole le plus visible. Mais ce qui est véritablement stupéfiant, c'est ce qu'elles impliquent. L'extraction, le transport et la taille de blocs de plus de 20 tonnes, sans l'usage de la roue ni d'animaux de trait. Cela requiert organisation, planification et autorité. Sur le plan symbolique, les Olmecs furent les inventeurs d'un langage visuel commun en Mésoamérique. Des éléments comme le serpent à plumes ou le jaguar surnaturel apparaissent d'abord dans leurs œuvres, puis se multiplient dans les cultures postérieures. Les Olmecs n'ont pas seulement laissé des ruines, ils ont laissé un code de symboles qui a voyagé dans la mémoire culturelle mésoaméricaine. De plus, leur système d'organisation politique anticipe ce que seraient plus tard les théocraties mésoaméricaines, le souverain comme intermédiaire entre les hommes et les dieux. Sur le plan archéologique, les Olmecs sont également importants pour le débat qu'ils suscitent. Depuis le XXe siècle, on discute pour savoir s'ils doivent être considérés comme la culture mère de la Mésoamérique ou une culture sœur. Au sein d'un réseau de développement simultané, les deux approches reconnaissent leur influence. Ce qui est certain, c'est que mère ou sœur, leur empreinte est indiscutable. Leur pertinence contemporaine va au-delà de l'archéologie. Dans l'imaginaire moderne, les Olmecs symbolisent le mystère des origines. Voilà pourquoi ils importent. Parce qu'ils furent les premiers à transformer la forêt tropicale en une architecture de l'esprit humain. Les comprendre, c'est regarder le point de départ d'un monde qui nous parle encore dans la pierre, le jade et le silence. Au cœur du golfe du Mexique, sur une terrasse naturelle entourée de fleuves et de marais, s'élève l'un des lieux les plus énigmatiques de l'histoire américaine, San Lorenzo Tenochtitlan, considéré comme le premier grand centre urbain et cérémoniel de Mésoamérique situé dans le sud de l'actuel État de Veracruz. Ce site marqua le début du pouvoir Olmec. Son apogée se situe entre 1200 et 900 avant notre ère, bien que les premières occupations remontent à 1600 avant notre ère. Après son abandon relatif, l'hégémonie se déplaça vers l'Avanta, mais pendant près de 3 siècles, San Lorenzo fut la cité la plus avancée de son temps. L'environnement dans lequel elle s'est établie est fondamental. Elle se trouve sur une élévation naturelle entre les fleuves, dans une région au sol fertile et riche en ressources aquatiques. Sa position était stratégique, suffisamment haute pour éviter les inondations, tout en étant proche des fleuves navigables. Du point de vue chronologique, les archéologues ont défini plusieurs phases d'occupation. Les plus anciennes, comme la phase Ojochi, autour de 1600 à 1400 avant notre ère, reflètent des villages agricoles dispersés. La phase suivante, Baguio, de 1400 à 1250 avant notre ère, montre déjà une organisation sociale hiérarchisée naissante. Mais c'est durant la phase San Lorenzo, de 1250 à 900 avant notre ère, que le site atteint sa complexité maximale. De grandes plateformes sont construites, des systèmes de drainage sont développés et les premières stèles colossales sont sculptées. Cette période coïncide avec une expansion culturelle olmèque plus large. San Lorenzo fonctionnait comme un centre d'échange majeur, où arrivaient des matières premières de régions lointaines, jade du Guatemala, obsidienne des hauts plateaux. La population totale a pu osciller
entre 5 000 et 10 000 habitants, un chiffre considérable pour l'époque. Le site fut redécouvert au XXe siècle. Les premières fouilles systématiques commencèrent dans les années 1940, lorsque l'archéologue Matthew Stirling identifia les monumentales têtes de basalte. Depuis, des études ultérieures ont permis de comprendre que San Lorenzo n'était pas seulement un lieu de culte, mais une cité planifiée. Chronologiquement, San Lorenzo précède tous les grands centres mésoaméricains connus. C'est pourquoi de nombreux spécialistes le considèrent comme la première cité de Mésoamérique. Vers 900 avant notre ère, San Lorenzo commença à décliner. Les causes sont encore débattues. Certains évoquent des changements environnementaux, d'autres suggèrent des conflits internes. Quoi qu'il en soit, bien que sa splendeur ait pris fin, le modèle qu'il représentait, une cité centralisée et monumentale, jeta les bases de tout ce qui allait suivre en Mésoamérique. Lorsque les archéologues décrivent San Lorenzo, ils insistent sur un fait stupéfiant. Il y a plus de 3000 ans, ces bâtisseurs ont transformé un paysage naturel en une cité artificielle. Ce qui apparaît aujourd'hui comme une colline érodée fut, à son apogée, un réseau complexe de plateformes surélevées, de monticules cérémoniels et de places. Le noyau principal de la cité se trouvait sur une terrasse naturelle élevée d'environ 50 mètres. Cette base fut modifiée artificiellement par l'apport de terre et d'argile, créant une plateforme centrale de plus de 500 hectares. Là se répartissaient des monticules servant de soubassement à des temples ou des résidences d'élite, ainsi que des places ouvertes pour les cérémonies. L'une des caractéristiques les plus surprenantes est son système de drainage en pierre taillée, le plus ancien connu en Amérique. Il consiste en des canaux de blocs de basalte assemblés comme des tuyaux. C'est que éviter les inondations. Je pense qu'ils avaient aussi une signification rituelle liée à la purification. L'urbanisme de San Lorenzo révèle une planification centralisée. L'orientation des plateformes, souvent approximativement nord-sud, pourrait être liée à des observations astronomiques. Les places principales servaient de scènes cérémonielles, où s'élevaient des stèles et des autels de basalte. Parmi eux se distinguent les autels-trônes, des blocs massifs sculptés de souverains émergeant de portails, représentant probablement le pouvoir de connecter le monde humain à l'inframonde. Déplacer de tels volumes de pierre et de terre exigeait une coordination extraordinaire. Les blocs de basalte provenaient des volcans des Tuxtlas, à plus de 60 kilomètres. Sans animaux de traits ni roues, le transport se faisait à l'aide de traîneaux, de rondins et de radeaux fluviaux. Le simple fait de déplacer une tête colossale, pouvant peser jusqu'à 20 tonnes, impliquait le travail organisé de centaines de personnes. Les plateformes, quant à elles, étaient en terre battue, parfois peintes de pigments rouges ou jaunes. Certains monticules atteignaient plus de 30 mètres de hauteur, leur forme pyramidale primitive inspirant les pyramides mésoaméricaines ultérieures. Les fouilles ont également révélé des espaces d'habitation et des ateliers où l'on travaillait le jade et la céramique. L'échelle et la complexité des travaux publics indiquent une société hiérarchique. L'urbanisme avait aussi une composante idéologique. La cité n'était pas seulement construite pour y vivre, mais pour représenter l'ordre cosmique. Les élévations artificielles pouvaient symboliser des montagnes sacrées. Aujourd'hui, en parcourant San Lorenzo, on voit des collines couvertes de végétation. Mais sous cette apparence se cache l'ingénierie d'une civilisation qui a dominé son paysage. S'il est une chose qui distingue San Lorenzo, c'est sa maîtrise des matériaux. L'ingénierie olmèque fut non seulement une prouesse d'organisation sociale,
mais aussi une prouesse technique. L'utilisation intelligente du basalte. Le basalte ne se trouve pas à San Lorenzo. Ses carrières les plus proches sont dans la Sierra de los Tuxtlas, à plus de 60 kilomètres. Cela signifie que chaque sculpture, chaque autel, chaque tête colossale a dû être transportée à travers fleuves, marais et jungles. Déplacer des blocs de plus de 10, 15 voire 20 tonnes, sans animaux de trait, sans roues et sans outils métalliques. Les archéologues ont proposé plusieurs méthodes. Il est probable que les Olmèques taillaient les blocs directement sur les pentes volcaniques, puis les transportaient jusqu'au fleuve. Là, ils auraient été déplacés sur des radeaux de tronc. De là, ils étaient tirés à l'aide de cordes, de traîneaux, et sur des chemins rendus glissants avec de l'eau ou de l'argile. L'effort nécessitait une coordination communautale immense, supervisée par des spécialistes. La taille du basalte révèle un autre niveau de sophistication. Sans métaux, les sculpteurs utilisaient des marteaux et des ciseaux en pierre volcanique, ainsi que des abrasifs. Les surfaces étaient polies, avec du sable et de l'eau jusqu'à obtenir un éclat surprenant. Chaque coup était intentionnel. Outre le basalte, les Olmèques maîtrisaient l'argile, l'obsidienne, le jade et la serpentine. L'argile servait à l'architecture et à la création de figurines. L'obsidienne, importée, était utilisée pour les lames. Le jade et la serpentine, venus des hautes terres guatémaltèques, étaient des matériaux sacrés, symboles de fertilité et de pouvoir, les Kifouilles. À San Lorenzo, ont identifié des ateliers artisanaux spécialisés. La manipulation des matériaux n'était pas seulement pratique. Pour les Olmèques, la matière avait une âme. La sculpture achevée n'était pas une simple représentation. Elle était une manifestation physique, un être doté de pouvoir. L'utilisation de la couleur renforce cette dimension symbolique. Des preuves suggèrent que de nombreuses sculptures étaient peintes en rouge, noir ou jaune. En somme, la maîtrise olmèque des matériaux et de la technologie n'était pas seulement technique, mais spirituelle. Ils ont transformé la pierre en symbole, l'argile en cité et l'ingénierie en art. Si San Lorenzo fut le cœur de la civilisation olmèque, ses sculptures en sont le visage immortel. Aucune image ne symbolise mieux le génie de ce peuple que les têtes colossales. Des visages de souverains sculptés dans des blocs de basalte, pouvant atteindre 3 mètres de haut et peser des dizaines de tonnes. Jusqu'à ce jour, 10 têtes colossales ont été découvertes à San Lorenzo, toutes différentes. Chacune présente un visage individualisé, avec des traits humains réalistes. Certains portent des casques décorés, identifiant peut-être chaque souverain. L'attention portée aux détails, et c'est elle que l'on peut même distinguer des lignes d'expression, ce qui a conduit de nombreux chercheurs à les considérer comme des portraits personnalisés des rois olmèques. La fonction de ces sculptures a fait l'objet de débats. Certains les interprètent comme des représentations commémoratives, d'autres soutiennent qu'elles agissaient comme des gardiens symboliques. Quoi qu'il en soit, les têtes colossales projettent une autorité indéniable. Outre les têtes, un autre ensemble sculptural fondamental est celui des autels-trônes. L'un des plus célèbres montre un personnage émergeant d'une cavité en forme de grotte, tenant un enfant dans ses bras. Cette image a été interprétée comme un mythe d'origine ou un rite d'intronisation, où le souverain agit comme un médiateur entre l'inframonde et le monde des vivants. L'emplacement de ces sculptures suivait un ordre rituel. Il est fascinant de noter que de nombreuses têtes colossales ont été sculptées à partir d'anciens autels réutilisés, ce qui suggère une relation dynamique entre le pouvoir et la mémoire. Lorsqu'une dynastie prenait fin, les sculptures antérieures pouvaient être détruites ou transformées, une façon de réaffirmer la légitimité politique. Visuellement, les sculptures de San Lorenzo ont une force qui transcende le temps. Dans leur visage,
Il n'y a pas d'idéalisation, mais de l'humanité. Ce sont des hommes devenus des symboles sacrés. Le style sculptural olmèque, arrondi, solide, monumental, allait donner le ton à tout l'art mésoaméricain ultérieur. D'une certaine manière, les têtes colossales sont les premiers portraits du pouvoir en Amérique. Chacun de ces monolithes résume l'essence du monde olmèque, l'union entre l'homme, la nature et le sacré. Pendant son apogée, entre les années 1200 et 900 avant notre ère, San Lorenzo ne fut pas seulement une cité. Ce fut le cœur battant de la civilisation olmèque, une capitale politique, économique et rituelle, qui articulait un vaste réseau de villages et de routes commerciales. La structure politique de San Lorenzo peut être imaginée comme une confédération hiérarchique dirigée par une élite sacerdotale. Au sommet se trouvait le souverain, le seigneur sacré. Considéré comme un intermédiaire entre les hommes et les dieux. Autour de lui, un groupe restreint de nobles et de prêtres contrôlait les ressources. Au-delà du noyau urbain s'étendait un réseau de villages dépendants qui fournissaient des produits agricoles et de la main-d'œuvre en échange de protection et de prestige. La base économique du pouvoir olmèque était l'agriculture, en particulier la culture du maïs. Dans l'environnement fertile du Coatzacoalcos, les terres alluviales permettaient plusieurs récoltes par an. Les Olmèques perfectionnèrent les techniques de culture en sols humides, construisant des canaux de drainage et des terrasses. Cet excédent agricole était essentiel, car il permettait de libérer une partie de la population du travail des champs pour la consacrer à des activités spécialisées, sculpteurs, maçons, artisans du jade. L'eau avait également une valeur symbolique. La contrôler signifiait dominer la fertilité. Au-delà de son autosuffisance agricole, San Lorenzo prospéra grâce à son rôle de plaque tournante commerciale. Depuis sa position stratégique, elle devint un point de connexion entre différentes régions. De là provenaient des matières premières précieuses, le jade et la serpentine du Motagua, l'obsidienne des hauts plateaux. En retour, les Olmèques exportaient des produits manufacturés, ainsi que des idées et des styles artistiques. Ce commerce n'était pas purement économique, il était aussi culturel et religieux. Le style olmèque commença à apparaître dans des régions très éloignées, ce qui indique un échange entre élites. Le modèle économique olmèque peut être compris comme un système de redistribution théocratique. Les agriculteurs livraient une partie de leur production au centre. Les dirigeants la stockaient et la redistribuaient lors de festivités et de cérémonies, renforçant ainsi la dépendance envers l'élite. Le niveau d'urbanisation atteint n'aurait pas été possible sans une organisation du travail efficace. La construction de plateformes et de monticules nécessitait la mobilisation de milliers de tonnes de terre. Le travail collectif ne semble pas avoir été imposé par l'esclavage, mais soutenu par la religion. Les travaux publics étaient réalisés comme des actes rituels. En même temps, il existait une division claire du travail, avec des quartiers d'artisans spécialisés. Le pouvoir politique de San Lorenzo ne reposait pas uniquement sur l'économie, mais sur l'idéologie religieuse qui l'accompagnait. Le souverain n'était pas un simple chef, mais une figure sacrée. L'art monumental était de la propagande. Vers 900 avant notre ère, San Lorenzo commença à perdre son hégémonie. Les canaux s'envasaient, les terres s'appauvrissaient. Le modèle qui y était né, une cité planifiée, un gouvernement théocratique, survécut et servit de modèle à toutes les civilisations mésoaméricaines ultérieures. Son héritage ne se mesure pas seulement en pierre, mais dans l'idée même de civilisation. Vers l'an 900, avant notre ère, le cœur du monde olmèque commença à se déplacer. San Lorenzo,
La puissante capitale fut progressivement abandonnée. Les sculptures monumentales furent décapitées ou déplacées. Mais cette fin ne marqua pas la disparition de la culture olmèque. Ce fut une transformation. À un peu plus de 150 kilomètres au nord-est, sur une île naturelle entourée de marais, s'élevait un nouveau centre qui hériterait et amplifierait la grandeur passée. La Venta. Le changement entre San Lorenzo et la Venta représente l'une des transitions les plus significatives du Mexique ancien, coïncidant avec le passage du formatif ancien au formatif moyen entre environ 900 et 400 avant notre ère. Le pouvoir se concentra entre les mains de nouvelles élites, plus ritualisées. Le choix de la Venta comme nouveau noyau ne fut pas un hasard. Son emplacement offrait des avantages stratégiques et symboliques. Le site s'élevait sur une légère élévation, entouré par le système de marais du delta du fleuve Tonala, ce qui en faisait une sorte d'île sacrée. De là, les Olmèques pouvaient contrôler les routes commerciales. Les preuves archéologiques suggèrent bien que la transition ne fut pas abrupte, mais une reconfiguration progressive du pouvoir. Certains des mêmes lignages dirigeants ont probablement émigré vers le nouveau centre. Cependant, la Venta ne fut pas une simple héritière de San Lorenzo. Elle représenta un saut qualitatif. Alors que San Lorenzo se distinguait par son ingénierie pratique, la Venta fut conçue comme un paysage rituel total, où chaque élément obéissait à une logique symbolique. Si San Lorenzo fut l'expérience politique, la Venta fut l'aboutissement théocratique du pouvoir olmèque. L'expansion de la Venta coïncida également avec une intensification du commerce interrégional, des biens de prestige y affluaient, consolidant sa position hégémonique. Entre les 8e et 6e siècles avant notre ère, la Venta atteignit son apogée. Elle devint le modèle d'une nouvelle forme d'autorité sacrée, dont les symboles, la montagne, le jaguar, le serpent à plumes primordial, seraient adoptés par les civilisations ultérieures. La Venta ne fut pas une cité ordinaire. Sa conception urbaine répondait à une planification consciente, chargée d'un symbolisme cosmique. L'ensemble central, orienté d'environ 8 degrés à l'ouest du nord, révélait une intention astronomique. Au cœur de la Venta s'élevait un grand axe cérémoniel, flanqué de places et de monticules. Cet axe, long de plus d'1 kilomètre, divisait l'espace en zones rituelles et résidentielles. À son extrémité nord se trouvait le complexe A, une série de cours où l'on a retrouvé des mosaïques de jade enterrées intentionnellement comme offrande. L'élément le plus imposant était le monticule C, une colline artificielle d'environ 30 mètres de haut, interprétée comme une représentation de la montagne sacrée. Cette forme symbolique réapparaîtrait des siècles plus tard dans les pyramides de Téotihuacan et des Mayas. Les places adjacentes auraient servi à des cérémonies publiques. Le plus remarquable dans la conception de la Venta est l'intégration du naturel et du construit. Les fleuves et les lagunes environnants servaient de frontières entre le monde quotidien et l'espace rituel. L'axe cérémoniel servait également de cadre narratif au pouvoir, avec des monuments sculpturaux, têtes colossales, autels et stèles, qui agissaient comme des jalons visuels d'autorité. Le degré de planification et l'échelle des travaux publics suggèrent l'existence d'une administration centralisée. Dans son ensemble, la conception de la Venta fut un manifeste en terre et en pierre. Si San Lorenzo avait étonné le monde antique par son ingénierie, la Venta éleva l'expression artistique et symbolique des Olmèques à un niveau sans précédent. L'un des éléments les plus énigmatiques de la Venta sont les mosaïques de jadéite, découvertes principalement dans le complexe A. Ces compositions géométriques, faites de petites dalles de jade verte, furent enterrées intentionnellement, ce qui suggère qu'elles n'étaient pas destinées à être vues. Leur enfouissement renforce l'idée qu'elles fonctionnaient comme des offrandes de fondation. La monumentalité olmèque s'exprima également à travers les trônes ou autels de pierre,
des structures massives en basalte. Ces autels présentent souvent des scènes de figures humaines émergeant de niches, représentant la connexion entre l'inframonde et le monde terrestre. Mais aucune manifestation artistique de l'Avanta n'est aussi iconique que les têtes colossales, les dernières et les plus raffinées de la période Olmèque. Sur les 17 têtes monumentales connues en Mésoamérique, au moins 4 proviennent de l'Avanta, et elles montrent un degré de réalisme plus épuré. Chacune pèse entre 8 et 24 tonnes et représenterait des rois olmèques individualisés. Leur emplacement soigneusement planifié suggère qu'elles fonctionnaient comme des gardiens symboliques. Le travail nécessaire pour les sculpter et les transporter depuis les carrières, à plus de 100 km de là, impliqua une organisation logistique impressionnante. Au-delà de la technique, ce qui définit la monumentalité de l'Avanta est son caractère idéologique. Ces œuvres n'étaient pas seulement destinées à impressionner, elles étaient des véhicules de mémoire, de mythologie et de légitimation. À l'Avanta, la pierre cessa d'être seulement de la matière, elle devint un langage du pouvoir. Parler des Olmèques, c'est parler d'un peuple profondément rituel. Leur vie, leur architecture et leur art tournaient autour d'une conception du monde où Dieu et homme partageaient un espace symbolique. Le premier indice provient de la disposition spatiale du site, les alignements de monticules et de places répondaient à une logique sacrée. De nombreuses offrandes ayant été enterrées, cela suggère une religiosité où la valeur du rite résidait dans l'acte lui-même. Parmi les offrandes les plus impressionnantes, on trouve des ensembles de figurines de jade et de serpentine. Dans une célèbre offrande découverte dans les années 50, on a trouvé 16 figurines humaines entourées de 6 saches de jade, comme si elles représentaient une assemblée rituelle. La pratique d'enterrer des mosaïques de jade révèle également une profonde notion de consécration. L'acte de semer de la pierre verte équivalait à semer la fertilité. De plus, il y a des indices de sacrifice. Certains autels montrent des figures tenant des nourrissons, et plusieurs stèles présentent une iconographie qui pourrait faire allusion à l'effusion rituelle de sang. Un autre élément récurrent était l'utilisation de cavités et de niches, associées à l'inframonde. Les souverains représentés sortant de grottes semblent réincarner le mythe de la naissance du cosmos. Les céramiques et les figurines offrent également des indices. Beaucoup montrent des transformations humaines en animaux, en particulier en jaguars, ce qui reflète l'idée de l'homme-jaguar, le souverain ou le chaman capable de se métamorphoser. Enfin, des traces de feu suggèrent que certaines cérémonies incluaient des rites de purification ou de clôture. Chaque fragment archéologique nous parle d'une société où le rituel était la forme la plus élevée de communication avec l'univers. Pendant l'apogée du formatif moyen, entre les 8e et 6e siècles avant notre ère, l'Avanta devint le cœur politique, économique et spirituel d'un vaste territoire. Son influence s'étendit à tel point que les archéologues la considèrent comme le principal centre directeur de la civilisation olmèque. Comprendre son importance régionale exige de la voir comme un nœud de convergence de routes commerciales, d'idéologies religieuses et de relations politiques. Contrairement à San Lorenzo, l'Avanta fut une capitale théocratique et symbolique. Son pouvoir résidait autant dans la gestion matérielle que dans le contrôle du sens. L'emplacement de l'Avanta fut essentiel à son rôle hégémonique. Située sur une petite élévation naturelle, elle dominait un réseau fluvial qui reliait les Sierras aux basses terres du Golfe. De là provenaient des matériaux de grande valeur symbolique et économique. Jadéite, serpentine, basalte, hématite et obsidienne. L'Avanta agissait comme un centre de redistribution de ses biens. Ce système créa un réseau de dépendance symbolique. Les peuples voisins n'adoptaient pas seulement les biens de l'Avanta, mais aussi son iconographie. La véritable force de l'Avanta
ne résidait pas seulement dans son économie, mais dans sa capacité à produire une idéologie. Son architecture et sa sculpture revêtaient le pouvoir politique d'une aura sacrée. Chaque monument de la Venta était un manifeste de pouvoir. Ce discours iconographique, diffusé dans toute la région, établit un modèle de royauté sacrée qui influencera profondément les civilisations ultérieures. La conception de la Venta eut également un impact régional durable. Son axe cérémoniel orienté, ses places symétriques et sa montagne artificielle servirent de prototype urbain pour les cités qui surgiraient des siècles plus tard. Sur le plan politique, la Venta semble avoir dirigé un réseau de communautés satellites. Ce système, basé sur la réciproque et le prestige, permit à la Venta de maintenir sa centralité sans recourir à la guerre ouverte. Vers l'an 400 avant notre ère, la Venta commença à décliner. Les causes exactes sont encore débattues. Cependant, son influence ne disparut pas. Les symboles et les styles créés à la Venta se perpétuèrent dans d'autres régions. La célèbre stèle C de Trésapote, qui contient l'une des premières dates du contelon mésoaméricain, 31 avant notre ère, témoigne de la survie de l'héritage intellectuel olmèque. Vue avec le recul, la Venta fut à la fois un lieu physique et une idée structurante de la Mésoamérique. Son importance ne se mesure pas seulement à ses monuments, mais à son rôle de centre intégrateur de la culture, du commerce et de la religion. L'art olmèque ne fut pas seulement un déploiement de techniques, mais aussi un langage chargé de symbolisme. Le moyen le plus représentatif de leur art monumental fut la sculpture en pierre, notamment en basalte. Parmi ces œuvres, les têtes colossales sont les plus emblématiques, des portraits de souverains, avec des traits réalistes et des coiffes distinctives. Leur présence sur les places publiques en faisait des symboles d'autorité. À côté des têtes, les autels ou trônes représentent un autre pilier. Souvent, ils montrent des figures humaines émergeant de cavités, comme si elles sortaient d'une montagne sacrée, métaphore de la naissance ou de la communication avec l'inframonde. Mais l'art olmèque ne se limita pas à la monumentalité. Dans le domaine portable, on trouve l'orfèvrerie symbolique en jade, serpentine et autres pierres vertes, matériaux appréciés pour leur couleur associée à l'eau et à la fertilité. Ces pièces, taillées avec une précision microscopique, comprennent des figurines et des masques, presque toujours à fonction rituelle. Le jade, en particulier, avait une valeur spirituelle supérieure à l'or. La céramique olmèque révèle également une sophistication précoce, avec des formes finement modelées et décorées de représentations anthropomorphes ou zoomorphes. Un trait important de l'art olmèque est sa cohérence symbolique à travers plusieurs siècles et différents centres, ce qui suggère un système de croyances partagé. Enfin, l'art olmèque fut aussi un instrument de pouvoir. Contrôler les ateliers et les routes commerciales, c'était contrôler le discours visuel de l'ordre cosmique. Ce qui distingue l'art olmèque de toutes les autres cultures précolombiennes, c'est son iconographie hybride, où les frontières entre l'humain, l'animal et le surnaturel s'estompent. Au centre de cette symbolique se trouve le jaguar, prédateur suprême du tropique mésoaméricain, devenu emblème de pouvoir et de fertilité. Le jaguar était bien plus qu'un animal vénéré. Il représentait la force vitale qui unissait la terre, l'eau et l'obscurité. Dans de nombreuses sculptures, il apparaît fusionné avec des traits humains, bouches ouvertes en forme de U, crocs courbés, yeux en amande. C'est ce que les archéologues ont appelé le homme jaguar. Cet être pourrait représenter plusieurs choses. Un dieu de la pluie, un ancêtre mythique, ou l'incarnation du pouvoir chamanique. Certaines figurines montrent des bébés aux traits félins, les nourrissons jaguars, qui pourraient faire allusion à des naissances divines ou à des sacrifices rituels.
Cette fascination pour la transformation humano-animale est l'un des piliers de la religion olmèque. On pense que leur chef, lors de cérémonies, incarnait les dieux par des transes ou le port de masques outre le jaguar. D'autres animaux sacrés apparaissent, le serpent, l'aigle, le caïman, mais aucun avec une telle présence. Dans l'art olmèque, la grotte est le portail vers l'origine, et le jaguar en est le gardien. Cette iconographie avait aussi une dimension politique. En s'associant à l'animal le plus redouté, les souverains se présentaient comme des êtres dotés d'une force surnaturelle. Ce qui est assez fascinant, c'est que ce symbolisme a transcendé son temps. Des siècles plus tard, les Mayas, les Zapotèques et les Mexicas continueraient d'utiliser le jaguar comme symbole de royauté. L'art et la religion olmèque ne peuvent être compris sans leur profonde connexion avec la cosmologie et les symboles naturels. L'eau avait une valeur centrale. Les régions du golfe du Mexique où ont prospéré San Lorenzo et Lavanta sont riches en fleuves et en marais. Pour les Olmèques, ces étendues d'eau n'étaient pas de simples ressources. Elles étaient des portails vers l'inframonde. L'association de l'eau à la fertilité agricole liait directement la légitimité du souverain à la prospérité de son peuple. Les grottes, réelles ou symbolisées sur les autels, représentent un autre axe cosmologique. De nombreuses sculptures montrent des figures émergeant de cavernes, un motif interprété comme la naissance du cosmos ou du pouvoir sacré. Le souverain qui apparaissait depuis la grotte incarnait non seulement la création, mais démontrait sa capacité à franchir les limites du monde visible. Le jaguar, récurrent dans cette iconographie, renforce ces connexions. En tant qu'habitant de la jungle et de l'inframonde, il symbolise la force et la domination sur la nature. Le symbolisme olmèque englobe également la dualité et la transformation, l'eau et la terre, la vie et la mort, l'humain et l'animal s'entrelacent dans un ordre où l'autorité se légitime par la médiation entre les opposés. De cette manière, la cosmologie olmèque n'était pas un savoir abstrait, mais un instrument pratique de gouvernance. Chaque sculpture, chaque autel, fonctionnait comme un rappel visuel de cette hiérarchie sacrée. Une découverte qui élargit la compréhension de la culture olmèque est la stèle de Cascajal, découverte à Veracruz et datée d'environ 900 à 600 avant notre ère. Cette pièce de pierre gravée présente des symboles que certains archéologues interprètent comme une forme précoce d'écriture. Bien que l'interprétation soit encore débattue, la stèle de Cascajal témoigne de la capacité des Olmèques à coder l'information et à la transmettre symboliquement. L'art olmèque ne peut être dissocié de la politique ni de la religion. Il était un vecteur direct de légitimation et de pouvoir. Les cétètes colossales en sont l'exemple le plus évident. Placées sur les places publiques, elles incarnaient l'autorité de manière littérale. Les autels ou trônes renforçaient ce récit, montrant le souverain comme un médiateur cosmique. Les figurines de jade et de céramique prolongeaient cette communication dans des contextes plus intimes ou rituels. En étant déposées dans des offrandes, ces pièces matérialisaient l'autorité invisible du souverain. Un autre exemple clé est l'iconographie du jaguar, qui montre le souverain comme capable d'assumer des pouvoirs extraordinaires. Même l'urbanisme de centres comme Lavanta joue un rôle communicatif. L'axe cérémoniel, les places et les monticules ne sont pas de simples espaces fonctionnels. Ce sont des scènes qui racontent la hiérarchie et la cosmogonie. Ce langage visuel était complété par des rituels et des processions. L'œuvre d'art n'était pas passive. Elle était activée par le mouvement et la participation communautaire. L'impact de cette communication visuelle transcende l'art lui-même. Les images et sculptures olmèques ont influencé des générations ultérieures. En conclusion, dans la culture olmèque, l'art est message, rituel et pouvoir.
Il n'existe pas de séparation entre l'esthétique et le politique. Chaque sculpture transmet l'autorité, renforce la religion et établit la légitimité du souverain. L'économie des Olmèques reposait sur un équilibre délicat entre la production agricole, la pêche et la gestion des ressources naturelles, ce qui leur permit de soutenir des populations croissantes et des structures sociales complexes. À la base de leur subsistance se trouvait l'agriculture, centrée sur le trio mésoaméricain, maïs, haricots et courges. Le maïs constituait l'aliment principal. Les Olmèques développèrent des techniques de culture adaptées aux sols humides. La planification de la culture et du stockage témoigne de connaissances agronomiques avancées. L'aménagement de l'environnement fut un autre facteur crucial. Pour surmonter les contraintes des zones inondables, ils construisirent des plateformes surélevées et des canaux. La pêche constituait un complément vital à leur régime alimentaire, les fleuves et les lagunes offrant une abondance de poissons, de crevettes et de mollusques. En outre, les Olmèques exploitaient les ressources sauvages, cueillant des fruits, des racines et des graines. Cette combinaison d'agriculture, de pêche et de cueillette témoigne d'un système économique diversifié et résilient. L'aménagement de l'environnement avait aussi une composante rituelle. Les fleuves n'étaient pas seulement des ressources, mais étaient intégrés à la cosmologie. Les excédents de nourriture permettaient des échanges à longue distance. Un autre aspect clé fut l'innovation agricole, avec des techniques de terrasse et de rotation des cultures. En somme, la subsistance olmèque fut le pilier de leur organisation sociale et politique. L'un des traits les plus remarquables de l'économie et de la société olmèque fut la spécialisation de la production, qui permit la consolidation de centres cérémoniels complexes. Au-delà de la subsistance agricole, les Olmèques développèrent des métiers spécialisés, exigeant des compétences techniques avancées. La taille du jade est peut-être la spécialisation la plus emblématique. La jadéite, venue de l'actuel Guatemala, était extrêmement dure. Les artisans olmèques développèrent des outils de pierre et des techniques secs d'abrasion pour façonner des haches cérémonielles et des figurines. Chaque pièce de jade représentait un statut social et un pouvoir politique. La céramique fut un autre métier spécialisé à des fins utilitaires et rituelles. Les objets les plus fins étaient des figurines et des vases décorés d'une iconographie religieuse. L'exploitation minière locale et régionale joua également un rôle central. Les Olmèques exploitaient le basalte, la serpentine et l'obsidienne. Le basalte, transporté depuis des sierras voisines, servait à la construction des têtes colossales et des autels. Son transport impliquait une logistique complexe. L'organisation de ces métiers reflète une division du travail avancé. Les preuves archéologiques montrent des ateliers délimités, indiquant que certains groupes se consacraient exclusivement à un type de production. La spécialisation eut également un impact économique et politique. Les objets produits circulaient dans des réseaux d'échange, consolidant les alliances politiques. De plus, la transmission des savoir-faire techniques était cruciale. Il est probable que les ateliers fonctionnaient comme des lieux d'enseignement. Enfin, la spécialisation était étroitement liée à la cosmologie et à la religion. Les objets de prestige étaient déposés dans des autels ou des offrandes, intégrant le travail artisanal à la vie rituelle. En conclusion, les métiers spécialisés des Olmèques ne furent pas de simples techniques de production. Ils furent des outils de pouvoir, de communication et de cohésion sociale. L'un des éléments clés qui a permis l'essor de la civilisation olmèque fut l'existence de vastes réseaux d'échanges, reliant des centres cérémoniels comme San Lorenzo et Lavanta à des communautés voisines et des régions plus lointaines de la Mésoamérique. Ces réseaux ne facilitaient pas seulement le flux de biens matériels, mais assuraient également la diffusion d'idées et de styles artistiques.
La géographie du golfe du Mexique a joué un rôle décisif. Les fleuves servaient d'autoroutes naturelles, permettant le transport de marchandises lourdes. Les Olmecs en ont profité pour déplacer des blocs de basalte et de jade. Parmi les matériaux les plus convoités se trouvait le jade, provenant de la vallée du Motagua, dans l'actuel Guatemala. Sa dureté et sa couleur verte brillante lui conféraient une grande valeur rituelle. Son acquisition dépendait de relations d'échange complexes. Un autre matériau fondamental fut l'obsidienne, venue des hauts plateaux de Chiapas, de Puebla et de Guerrero. Elle était essentielle pour la fabrication d'outils tranchants. Le basalte, quant à lui, était utilisé pour les têtes colossales et les autels. Les carrières des Toxtlas fournissaient des blocs énormes dont le transport exigeait une coordination communautaire. L'échange ne se limitait pas aux matériaux de luxe. Il incluait aussi des produits agricoles et des coquillages. Ce flux constant de ressources consolida l'autorité des centres cérémoniels. L'organisation de ces réseaux témoigne d'une planification sociale et d'un contrôle politique remarquable. Les centres Olmecs agissaient comme des nœuds de redistribution, recevant des matières premières, les transformant, puis les distribuant aux communautés périphériques. L'évidence archéologique confirme cette idée. Dans des sites éloignés, on a retrouvé des objets de style olmécoïde. De plus, ces réseaux favorisaient la spécialisation régionale. Enfin, les routes commerciales et l'accès à des matériaux exotiques ont contribué à la création d'un sentiment d'identité régionale. La présence de jade ou de basalte n'était pas seulement un signe de richesse, mais aussi un lien culturel commun. L'organisation sociale de la civilisation olmèque constitue l'un des aspects les plus fascinants de cette culture, témoignant d'une structure hiérarchique qui a permis la construction de centres cérémoniels monumentaux. Bien qu'il n'existe pas de registres écrits, l'archéologie a fourni des indices clairs de l'existence d'élites, de chefferies et d'un contrôle centralisé du travail. L'un des principaux indicateurs de cette hiérarchie se trouve dans la monumentalité. Les grands monticules et les têtes colossales n'auraient pu être construits sans une coordination massive, ce qui suggère la présence de chefs capables de mobiliser et de superviser des centaines, voire des milliers de personnes. Les différences dans la distribution de l'espace et des habitations offrent également une preuve de stratification. À San Lorenzo, des plateformes résidentielles plus grandes, proches des places cérémonielles, abritaient probablement les élites, tandis que les zones périphériques étaient occupées par les travailleurs. La spécialisation du travail est directement liée à cette organisation. Des ateliers de jade et de céramique étaient concentrés dans des zones spécifiques, sous la supervision de l'élite. Les indices de chefferie et de leadership se retrouvent également dans l'iconographie. Les têtes colossales et les autels montrent des individus aux coiffes élaborées, signe d'autorité. La redistribution des ressources est un autre élément clé. Les surplus agricoles et les biens de prestige devaient être collectés et distribués sous une supervision centralisée. Le contrôle du travail collectif se manifestait à plusieurs niveaux, de la construction massive à la production artisanale spécialisée. La présence de cérémonies et d'offrandes renforce également la notion de hiérarchie. Les grandes places étaient des scènes où l'élite exerçait son autorité. Les analyses de restes humains fournissent aussi des indices, des différences dans l'alimentation et la santé, suggérant des statuts distincts. Finalement, la structure sociale olmèque peut être comprise comme un système intégré de chefferies, d'élites et de travailleurs, où chaque groupe remplissait des fonctions complémentaires. Ce modèle hiérarchique a permis aux centres olmèques de prospérer et d'exercer une influence sur de vastes régions. Comprendre la vie quotidienne des Olmèques implique de regarder au-delà de la monumentalité et des rituels. L'archéologie et l'étude des restes humains ont permis de reconstituer des aspects fondamentaux de leur santé, de leur régime alimentaire et de leur mobilité.
L'un des aspects les plus révélateurs est leur alimentation. Les preuves bioarchéologiques confirment que la base de leur régime était principalement agricole, centrée sur le trio mésoaméricain de maïs, haricots et courges, complété par des ressources aquatiques. Le maïs, en plus d'être une source d'hydrates de carbone, était un aliment rituel. La diversité des aliments reflète une connaissance avancée de l'environnement. Les restes humains permettent également d'évaluer la santé des Olmecs. Certaines analyses montrent des signes de stress nutritionnel, mais en général, les individus présentaient une bonne santé et une longévité relative. Certains présentent des signes de traumatisme musculo-squelettique, probablement liés à des travaux pénibles comme l'agriculture ou le transport de matériaux. La mobilité est un autre aspect qui ressort. La comparaison isotopique de dents et d'os permet de déterminer si des individus avaient migré. À travers les sites Olmecs, on observe que certains n'étaient pas locaux, ce qui suggère une mobilité sociale et géographique. La bioarchéologie révèle également des informations sur l'organisation sociale. Des différences dans l'alimentation et l'usure physique suggèrent une stratification. Les individus de l'élite, enterrés près des places cérémonielles avec des objets de jade, jouissaient de régimes plus variés. La vie quotidienne incluait aussi des activités rituelles. Un autre aspect intéressant est l'utilisation des espaces domestiques. La disposition des habitations et des ateliers suggère une organisation fonctionnelle et hiérarchique. Enfin, la vie quotidienne des Olmecs reflète une harmonie entre travail, rituel et subsistance. La production agricole et l'artisanat étaient intégrés dans un système social où l'autorité, la religion et l'économie s'entremêlaient. En conclusion, les preuves bioarchéologiques permettent de reconstituer un tableau détaillé de la vie quotidienne Olmec, montrant une société saine, adaptée à son environnement, avec une mobilité géographique et des hiérarchies sociales claires. Le déclin de la civilisation Olmec ne fut pas un événement brutal. Il s'agit plutôt d'un processus graduel qui a impliqué la transition de grands centres cérémoniels vers des formes d'organisation plus dispersées sans Lorenzo. Le premier grand centre montre des signes d'abandon progressif vers 900 avant notre ère. On y observe un arrêt de la construction de grandes plateformes et de têtes colossales, ce qui suggère un déplacement de la population. Ce phénomène n'indique pas nécessairement un effondrement social, mais une reconfiguration du pouvoir. La Venta a émergé comme le centre prédominant après le déclin de San Lorenzo, entre environ 900 et 400 avant notre ère. Cependant, vers 400 à 300 avant notre ère, des signes d'abandon partiel y sont également visibles. La construction monumentale a diminué et son influence régionale a commencé à s'affaiblir. Après la Venta, Trezapote est devenu un point de continuité régionale. Cependant, même ce site a commencé à décliner progressivement vers 100 avant notre ère. La présence d'objets Olmecs tardifs suggère que, bien que les grands centres aient été abandonnés, la tradition culturelle a perduré dans des communautés plus petites. Divers facteurs environnementaux pourraient avoir contribué à ce déclin. Des inondations, des changements dans le cours des fleuves et l'érosion des sols ont pu affecter la productivité agricole. De plus, l'épuisement des ressources naturelles, comme le basalte et le jade, a pu générer des tensions économiques. Un autre facteur possible est le changement sociopolitique. La concentration du pouvoir a pu engendrer des conflits internes et des rivalités. La continuité régionale est un aspect crucial. Bien que les grands centres aient été abandonnés, l'influence culturelle Olmec a persisté dans les communautés périphériques. Le déclin des Olmecs suscite également des débats modernes. Certains chercheurs mettent l'accent sur les facteurs environnementaux, d'autres sur les causes sociopolitiques. Il est probable que le déclin soit le résultat d'une combinaison de facteurs. Enfin, la chronologie du déclin offre une leçon sur la résilience des sociétés humaines. Les Olmecs n'ont pas complètement disparu. Leurs connaissances et leurs styles artistiques
se sont dispersés, influençant durablement la Mésoamérique. Le déclin de la civilisation olmèque reste un sujet fascinant. Bien qu'il n'existe pas de registres écrits directs, les preuves archéologiques permettent de formuler plusieurs hypothèses, généralement regroupées en 3 catégories: environnementale, politique et économique. Une des hypothèses les plus citées est celle de l'environnement. Les centres olmèques étaient situés dans des zones basses, vulnérables aux inondations et à l'érosion. Des inondations périodiques et des altérations des sédiments fluviaux ont pu affecter la productivité agricole. De même, des changements climatiques graduels, comme des sécheresses, auraient pu mettre à rude épreuve les systèmes d'irrigation. Une autre facette environnementale est l'épuisement des ressources. L'extraction intensive de basalte et de bois a pu exercer une pression sur l'environnement local. Parallèlement, les facteurs politiques offrent une autre explication. La centralisation du pouvoir était fondamentale, mais cette concentration d'autorité créait aussi des vulnérabilités. Tout conflit interne ou rivalité entre familles dirigeantes aurait pu affaiblir le contrôle sur les ressources. La fragmentation politique a également pu favoriser la dispersion de la population vers des colonies plus petites et plus durables. Enfin, il existe des hypothèses sur les causes économiques. L'économie olmèque dépendait de la production agricole et des réseaux d'échange de matériaux exotiques. Toute perturbation de ces systèmes, que ce soit par pénurie de ressources ou interruption des routes commerciales, pouvait affecter la stabilité économique. L'effondrement partiel des réseaux d'échange aurait eu des conséquences directes sur la production spécialisée. En analysant ces hypothèses, il est évident que le déclin olmèque ne peut être attribué à une seule cause, mais à une interaction complexe de facteurs. L'étude de ces facteurs permet également de comprendre la résilience de la culture olmèque. Bien que les grands centres aient été abandonnés, les styles artistiques et les pratiques rituelles ont persisté. L'héritage culturel des Olmèques transcende de loin la période où leurs grands centres cérémoniels étaient à leur apogée. Bien que ces centres aient été abandonnés, l'influence olmèque est restée vivante à travers leur art, leur religion et leur organisation sociale, façonnant le développement de nombreuses sociétés mésoaméricaines ultérieures. L'un des aspects les plus visibles de cet héritage est leur iconographie. L'utilisation de symboles comme le jaguar et l'homme jaguar a été adoptée et réinterprétée par des cultures postérieures, notamment les Zapotèques, les Teotihuacanos et les Mayas. L'usage de la monumentalité constitue également un héritage significatif. La construction de monticules et de places cérémonielles à San Lorenzo et La Venta a établi des modèles d'urbanisme qui ont inspiré les centres ultérieurs. L'héritage olmèque se retrouve également dans l'artisanat spécialisé et le commerce de biens de prestige. La production d'objets en jade et en céramique fine, combinée à des réseaux d'échange à longue distance, a servi de modèle économique et de politique. Un autre élément de leur héritage culturel c'est la religion. Les Olmèques intégraient Ortolu, les grottes étaient les animaux sacrés dans leur cosmologie. C'est quand que ces conceptions furent adoptées et adaptées par les cultures postérieures. L'influence olmèque s'étend même à l'écriture précoce. Certains chercheurs ont suggéré que des signes trouvés à Cascajal pourraient représenter un système de proto-écriture. L'organisation sociale et politique est un autre aspect de leur legs. La centralisation du pouvoir et l'existence d'élites dirigeantes ont établi un modèle d'autorité qui fut reproduit. Enfin, l'héritage olmèque ne se limite pas au passé. Son étude permet de comprendre la cohérence de la civilisation mésoaméricaine. En conclusion, l'héritage culturel des Olmèques se manifeste dans l'art, la religion, l'architecture et l'organisation sociale. Leur influence s'est étendue à de nombreuses cultures,
laissant une empreinte durable qui a consolidé l'identité de la région. Le concept des Olmecs comme culture mère de la Mésoamérique est un thème central de la recherche archéologique depuis le milieu du XXe siècle. Cette idée soutient que les Olmecs, en établissant les premiers centres cérémoniels complexes et les systèmes d'autorité centralisés, ont exercé une influence décisive sur les cultures ultérieures. Cependant, certains chercheurs proposent un modèle alternatif, celui des réseaux multiples, qui mettent l'accent sur l'interaction entre plusieurs communautés. L'analyse des deux approches permet de comprendre la complexité de l'histoire olmèque. La position de la culture mère repose sur l'observation que les Olmecs ont développé en premier de nombreux éléments distinctifs que l'on retrouve plus tard. Des monuments colossaux, l'iconographie du jaguar et les techniques de taille du jade apparaissent d'abord de manière organisée à San Lorenzo et l'Avanta. Un autre argument en faveur de la culture mère est le contrôle centralisé du travail et de la production spécialisée, sans précédent et Mésoamérique. Cependant, l'approche des réseaux multiples conteste cette interprétation linéaire. Les archéologues qui soutiennent cette perspective soulignent que la Mésoamérique était une région hautement interconnectée, où les communautés partageaient et adaptaient des idées de manière réciproque. Dans ce modèle, les Olmecs ne sont qu'un acteur parmi d'autres. L'évidence archéologique qui soutient ce modèle inclut la variabilité régionale des styles artistiques. Bien que l'iconographie olmèque soit largement reconnue, de nombreuses cultures l'ont réinterprétée. Le débat se concentre également sur la nature du pouvoir. L'hypothèse de la culture mère suppose que les Olmecs exerçaient une sorte de leadership culturel. Le modèle des réseaux multiples, en revanche, propose que l'autorité et les symboles étaient négociés. Les deux perspectives disposent de preuves solides, et de nombreux archéologues contemporains proposent une synthèse. Ils reconnaissent que les Olmecs furent des innovateurs, mais soulignent que leur héritage s'est diffusé à travers des réseaux complexes. Le débat a des implications importantes pour notre compréhension de l'histoire précoce de la Mésoamérique. En conclusion, le débat culture mère contre réseaux multiples ne vise pas à discréditer l'importance des Olmecs, mais à la nuancer. Au fil de ce voyage à travers l'histoire des Olmecs, nous avons exploré depuis les premiers établissements de San Lorenzo jusqu'à la monumentalité de l'Avanta, l'art et la religion, l'organisation sociale, l'économie, et enfin, le déclin et l'héritage qu'ils ont laissé à la Mésoamérique. Les Olmecs ne furent pas seulement des pionniers dans la construction de centres cérémoniels et la création de têtes colossales, mais aussi des maîtres du symbolisme, de l'organisation sociale et de l'innovation technologique. Leurs réalisations ont jeté les bases de nombreuses cultures qui allaient émerger des siècles plus tard dans toute la région mésoaméricaine. La fascination pour les Olmecs ne s'arrête pas aux sites archéologiques. Leur influence se perçoit dans l'iconographie, la religion et les systèmes de pouvoir des civilisations ultérieures. Bien que leurs grands centres aient été abandonnés, la culture olmèque essaie de rester vivante à travers des communautés dispersées, des réseaux d'échanges artistiques, démontrant que leur héritage a transcendé le temps et l'espace. Chaque pièce de jade, chaque autel, chaque tête colossale nous rappelle la créativité, l'organisation et la vision de cette première grande civilisation de la Mésoamérique. Merci de nous avoir accompagnés dans ce parcours à travers l'histoire olmèque. Nous espérons que vous avez apprécié et appris sur une culture qui, bien qu'ancienne, continue d'avoir un impact profond sur notre compréhension de la Mésoamérique et de l'histoire de l'humanité. L'histoire des Olmecs nous enseigne que la créativité, l'organisation et une vision collective peuvent laisser un héritage qui transcende les générations et que le passé reste vivant lorsque nous l'explorons avec curiosité et respect. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine aventure dans le monde de l'histoire.